Samedi 30 août 2014, le grand show de l'info en mode best-of tout l'été et au sommaire cette semaine, la 4G a été déployée à toute vitesse par les opérateurs de téléphonie mobile, mais des voix s'élèvent contre le très haut débit mobile. Rien de tel que la cuisine maison, surtout quand c'est celle d'un chef réputé. Cook-App est un mélange entre le réseau social et le guide de bonnes adresses. Le 11 février 1964, les Beatles se produisaient pour la première fois aux États-Unis. Hôtel mythique de l'âge d'or du Liban, devenu le symbole de la guerre civile, le Holiday Inn pourrait ressusciter après sa mise aux enchères dans les prochains mois. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info, la dernière édition best-of de cet été. Et aujourd'hui nous revenons sur la 4G qui a été déployée en vitesse par les opérateurs de téléphonie mobile, mais des voix s'élèvent contre le très haut débit mobile avec l'absence d'études sanitaires sur la nocivité des ondes qui est dénoncée par certaines associations. Je vous propose de revoir ce reportage réalisé en janvier. La 4G a débarqué en France à toute allure. Les différents opérateurs ont fait la course pour adapter leurs antennes ou en implanter de nouvelles. Marie-Pierre en a fait les frais. 3 de ces nouvelles antennes ont été installées l'été dernier, juste devant sa terrasse. C'est quand même ahurissant d'avoir toléré à 1 mètre, on est bien d'accord, 1,50 m d'un lieu de vie, des antennes de radiotéléphonie. Dans un premier temps, on nous a dit non, c'est pas pour la 4G, ça sera la 3G, on verra. Et puis quand j'ai reposé la question, on nous a dit de toute façon, 3G ou 4G, c'est pareil pour vous. Plus de 12 000 sites ont été autorisés à relayer la 4G, tout opérateur confondu. Une précipitation qui n'est pas du goût des associations de consommateurs ou de protection de l'environnement. Dans le cadre du Grenelle des ondes, il y a des expérimentations qui ont été faites sur l'impact de l'arrivée de la 4G au niveau du territoire. Et donc les travaux officiels montrent qu'on aura une augmentation de 50% en moyenne de l'exposition du public avec l'arrivée de la 4G. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'étude d'impact sanitaire avant qu'on lance cette technologie sur le marché, alors que depuis 2009, nous, Robin des Toits, on le réclame au pouvoir public dans le cadre du Grenelle des ondes. Donc l'État ne s'est pas donné les moyens de savoir, a priori, si c'était dangereux ou pas. Alors cette technologie, qui permet jusqu'à un débit 10 fois plus rapide que la 3G, le réseau actuel, est elle aussi plus novice. Tous les acteurs du numérique sont d'accord sur un point, l'exposition aux ondes pourrait augmenter de 50% avec la 4G, mais aucune étude scientifique française n'a pourtant démontré que cette exposition était néfaste. L'Organisation mondiale de la santé a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence dans la catégorie peut-être cancérogène pour l'homme. Fin janvier, les députés écologistes soumettront à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour modérer l'exposition aux ondes électromagnétiques, un projet qui fait peur aux opérateurs. La Fédération française des télécoms, avec 8 grandes organisations du numérique, ont manifesté leur inquiétude par rapport à cette proposition de loi, parce que si elle était adoptée en l'état, il y a un certain nombre de dispositions qui seraient très pénalisantes pour le déploiement du numérique dans notre pays. Un premier pas a déjà été fait en faveur de davantage de transparence. Depuis le 1er janvier, n'importe quel consommateur peut demander gratuitement à l'Agence nationale des fréquences de mesurer l'exposition aux ondes dans son habitation. Actuellement, c'est Bouygues Télécom qui a le plus d'antennes, avec le nombre de 5 759 pour 63% de la population couverte. Suivent Orange, SFR et Free qui débutent avec ses 824 antennes. Et sur Internet, beaucoup de personnes ont testé ce réseau 4G afin de s'assurer qu'il soit bien à la hauteur. Et vous le voyez, la différence entre ces deux réseaux est énorme. On atteint avec la 4G un débit plus rapide que celui que vous avez chez vous. Et puis tiens, c'est la fin du mois d'août et rien de tel que la cuisine maison, surtout quand c'est celle d'un chef réputé. C'est eh bien, le rôle de l'application Cook-App qui est un mélange entre le réseau social et le guide de bonnes adresses, là où grands chefs passionnés et amateurs de cuisine se rencontrent. Reportage.
Un dimanche soir, un dîner s'organise dans l'est de New York. Mais l'hôte n'est pas n'importe qui. Giuseppe Marone est un chef italien passé par des grandes cuisines comme celle d'Alain Ducasse à Paris, mais c'est aujourd'hui dans son appartement qu'il reçoit. Un dîner entre amis pour Jenny et les autres, à un détail près, les convives ne se connaissent pas encore. C'est différent. C'est intéressant et complètement nouveau pour moi. J'en avais jamais entendu parler avant. C'est comme une aventure accompagnée par de la délicieuse nourriture. C'est l'application Cook-App qui l'a rendu possible, en mettant en contact des chefs et des amoureux de bonne cuisine. Mais pour manger ici, il faut mettre la main à la pâte. Le chef, lui, ne fait pas que cuisiner, il transmet aussi une culture qui lui tient à cœur. J'adore enseigner aux gens ma culture, parce que je pense que les gens devraient connaître la vraie gastronomie italienne, pas la fausse qu'on trouve dans certains restaurants, ici à New York. Un dîner de chef pour une soixantaine de dollars en moyenne par personne. Créé en Argentine en 2013, Cook-App s'est lancé récemment à la conquête de New York. Nous avons pensé que New York était un point de chute parfait, étant donné la diversité de cultures et de cuisine que l'on peut trouver ici, et que les gens seraient intéressés par ce concept. Et pour ces New-Yorkais, la formule semble être une bonne alternative à la restauration traditionnelle. C'est un bon moyen de se faire de nouveaux amis tout en mangeant un bon dîner. La cuisine faite maison est meilleure que celle de n'importe quel restaurant parce qu'il y a un ingrédient qu'aucun ne peut ajouter, l'amour. 3 mois après son lancement, Cook-App rassemble déjà plus d'une centaine de chefs et 200 clients. Le 11 février 1964, il y a presque 50 ans, les Beatles se produisaient pour la première fois aux États-Unis sur un ring de boxe. Et plus de 50 ans plus tard, retour sur les lieux de l'événement en compagnie d'un photographe qui immortalisa l'événement. « 1er février 1964. Après un concert télévisé à New York, les Beatles débarquent à Washington en pleine tempête de neige. Ils donnent un concert historique de 30 minutes à guichet fermé devant plus de 800 fans. Naomi Banks s'en souvient. Elle habitait juste en face et fut l'une des premières à entrer dans le bâtiment. Je voulais juste voir les Beatles. J'en avais vraiment envie. Ces gamins avec un nouveau look, surtout leur coiffure. Quand ils ont dit que ça allait être au Washington Coliseum, je me suis dit, j'habite juste à côté, il faut que j'y aille. Cette photo, Mike Mitchell l'a réalisée en 1964. Les Beatles faisaient alors leur première apparition devant le public américain. Ce dernier est également l'auteur de centaines de photos les plus mémorables de ce concert. Il avait 18 ans à l'époque et 50 ans plus tard, il a encore du mal à réaliser l'ampleur de l'événement. Parfois, je me baissais comme ça pour laisser la place aux autres spectateurs. Mais j'ai vu sur les images vidéo du concert que par moments, j'étais simplement assis là, à absorber le moment. Je veux dire que c'était les Beatles, quoi. C'était quand même les Beatles. Un concert anniversaire a d'ailleurs eu lieu ici, le 11 février 2014, pour les 50 ans de leur performance. Un groupe a joué la setlist originale du concert. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. That boy isn't good for you. This boy gets you back again.
Utilisée au fil des années comme patinoire, arène de boxe ou salle de spectacle, la salle tombe peu à peu en ruine. Aujourd'hui, elle fait office de parking et vit ses dernières heures avant un important projet d'aménagement. Et même si ce lieu mythique est sur le point de disparaître, l'héritage musical des Beatles demeure. Le groupe a reçu cette année un Grammy Awards d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Un hôtel de l'âge d'or du Liban veut renaître de ses cendres. C'est le vieux Holiday Inn qui pourrait ressusciter après sa mise aux enchères dans les prochains mois. Vue sur mer, les chambres de cet hôtel mythique de Beyrouth étaient autrefois parmi les plus luxueuses de la capitale libanaise. Mais depuis presque 40 ans, le Holiday Inn est vide et se prépare à être vendu aux enchères. Il avait ouvert 2 ans avant la guerre civile de 1975, puis il a été le théâtre de la guerre des hôtels, l'une des plus féroces batailles qui séparaient les quartiers chrétiens des quartiers musulmans de la ville. Ces images de fumée noire sont plus tard devenues emblématiques de la guerre civile. C'était comme on peut le voir dans les films, une tour hantée. On détruisait tout. Il y avait du feu. L'hôtel était rempli de corps laissés partout à l'intérieur. C'était une vision terrifiante. Aujourd'hui, les murs de l'hôtel sont toujours criblés de balles et d'éclats d'obus. À l'intérieur, les graffitis racontent l'histoire des combats entre d'une part les milices chrétiennes et d'autre part les milices palestiniennes et leurs alliés libanais, musulmans et de gauche. L'immeuble n'a jamais été rénové à cause des désaccords entre les actionnaires. La compagnie immobilière libanaise, qui détient 36% des parts, a pour projet de transformer le bâtiment en appartement de luxe. Et nous pensons qu'il est intéressant pour une ville comme Beyrouth d'avoir un immeuble avec une dimension historique qui accompagne tous les immeubles des années 2000. Cet ancien combattant espère aussi que l'hôtel retrouvera son aura d'avant-guerre. Comme nous espérons retrouver nos emplois, reconstruire nos villages et vivre avec nos familles, nous aimons Beyrouth. Et nous espérons que le quartier des hôtels retrouvera sa belle image, comme en 1976. Mais un autre actionnaire, l'entreprise du Koweït, détient 50% des parts de l'hôtel et veut le raser car il est situé dans un secteur où le mètre carré est le plus cher de la ville. Tout dépendra des résultats de la vente aux enchères prévue dans quelques mois, mais le démolir serait comme détruire une partie de l'histoire libanaise. C'est la fin de cette édition, mais c'est également la fin du best-of de l'été. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois durant tout ce mois d'août. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir la toute nouvelle version du Grand Show de l'Info. Je vous rassure, il n'y aura pas de très gros changements, juste peut-être quelques petites nouveautés, notamment au niveau de l'habillage. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout cela la semaine prochaine. Une très bonne rentrée à tous et on se dit donc à samedi prochain.